Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer son site de A à Z grâce au langage Python et au framework Django. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur ma chaîne qui traite de Django expliqué en 3 minutes, mais aujourd'hui on va rentrer dans la pratique. En commençant par créer le projet, les premières pages, le formulaire, la base de données et même voir jusqu'à la mise en ligne du site sur une machine. C'est pourquoi je suis en partenariat aujourd'hui avec le site hostinger.com qui m'accompagne depuis maintenant plusieurs années pour héberger mes projets. On peut héberger du site web, du cloud, VPS, automatisation N8N, boutique en ligne avec ou sans IA et même email et nom de domaine. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir déjà une machine avec Django de préinstaller dessus. Vous retrouverez le lien dans la description et on pourra choisir un pack. Je vous recommande de partir sur cette offre à 7 € par mois qui vous donnera 8 Go de RAM directement avec 100 Go d'espace disque. Donc je sélectionne l'offre et on va prendre un plan d'au moins 12 mois pour économiser davantage de sous. Le fait de prendre 12 mois, ça va nous permettre également de débloquer 1 an de nom de domaine gratuit. Donc vous allez pouvoir créer votre site en Python et en plus avoir un nom de domaine gratuit en .fr, .com ou ce que vous voulez. On peut choisir un serveur en France pour avoir une meilleure latence et choisir l'application Django pour qu'elle soit déjà préinstallée sur la machine. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez appliquer mon code de réduction Graven qui vous donnera 10% de remise supplémentaire. Les offres sont satisfaites ou remboursées durant 30 jours et vous avez un support en français qui vous répond en cas de besoin. Bien, ceci étant fait, on va pouvoir commencer. Avant toute chose, si vous n'avez jamais développé en Python, vous risquez de ne rien comprendre à cette vidéo puisqu'on va appliquer le langage dans la création d'un site web. Vous allez donc vous rendre sur le site djangoproject.com que vous retrouverez en description. On va aller sur l'onglet documentation, installation et Complete Installation Guide. Ici, vous retrouverez un tutoriel complet sur comment installer cet outil et ce peu importe notre système d'exploitation. Pour ma part, je suis sous macOS. Si vous avez un Windows ou un Linux, ce sera la même procédure à quelques exceptions près. On va donc commencer par ouvrir un logiciel pour écrire du code. Pour cette vidéo, on va utiliser le logiciel Visual Studio Code. Si vous avez un autre logiciel de préférence comme PyCharm, vous pouvez également vous en servir. On va ici cliquer sur Fichier, ouvrir le dossier et se créer sur notre machine un répertoire pour ranger notre site. Donc je vais mettre par exemple dans Documents Développement et créer un nouveau dossier que je vais appeler Site Python. Comme ceci. On fait ouvrir et on se trouve maintenant à l'intérieur. Je vais pouvoir ouvrir un nouveau terminal et commencer à taper mes premières lignes de commande. Pour faire proprement un site avec Django, on va commencer par installer Django, mais pas dans Python qui est sur notre machine, mais dans un environnement virtuel. Ça va être un Python qui est embarqué dans notre projet et qui aura ses propres configurations et ses propres dépendances. Pour faire ça, on va taper la commande python-m espace venv pour créer un nouveau virtual env et je vais l'appeler venv. Comme ceci. Un nouveau dossier apparaît. Maintenant, il va falloir activer cet environnement pour se mettre dedans. Si vous êtes sur Windows, la commande sera /venv/script/activate. Vous exécutez cette commande et vous aurez l'environnement activé. Si vous êtes sur Linux ou Mac, il faudra taper la commande source./venv/bin/activate. Comme ceci. On peut voir à ce niveau-là que j'ai venv qui est marqué devant, donc je suis dans mon environnement virtuel. Et il faudra s'assurer que vous êtes dedans pour lancer votre site. On pourra ainsi embarquer des dépendances directement dans cette version embarquée de Python. Donc je vais taper la commande pip espace install espace Django pour installer cet outil. Parfait. On va également faire la commande pip freeze plus grand que requirements.txt qui va permettre d'enregistrer les dépendances actuelles dans un fichier requirements.txt. Imaginons qu'on change de machine, on aura juste à taper la commande pip install-r et le nom du fichier pour réinstaller automatiquement ces dépendances au lieu de les installer une par une, tout simplement. Maintenant, tapez la commande django-admin. On peut voir à ce niveau-là que j'ai plein de commandes qui sont proposées. Je peux gérer la base de données, les messages, la DB, l'envoi de mail, bref, on peut tout faire. Ce qui va nous intéresser, c'est la commande start project. Je vais donc taper django-admin start project pour créer un nouveau projet que je vais appeler Coli Project.
on va essayer de faire un site pour simuler des lettres, des colis, un numéro de suivi, un peu comme on avait fait sur la formation Laravel. Avant d'exécuter, vous allez rajouter un espace et le point pour que ça crée le projet à l'intérieur de ce dossier. Sinon, ça va vous créer Colis Project et dedans, un autre dossier Colis Project. Donc j'exécute et ça vient de le créer. On peut voir à ce niveau-là qu'on a un dossier avec déjà plusieurs fichiers à l'intérieur. Ceux qui vont nous intéresser, c'est le fichier settings.py qui va nous permettre de configurer notre application web, la base de données, la langue, le format de date, etc. et d'enregistrer des applications. Par défaut, on est en mode debug, puisque l'application n'est pas encore en production. Ensuite, on a un fichier urls.py qui va nous permettre de définir les routes. Une route sur un site web, c'est un peu un chemin pour accéder à une ressource. Par exemple, quand tu vas sur youtube.com/gravenilvectuto, la route gravenilvectuto renvoie vers ma page YouTube. Mais si tu fais /subscription, tu auras la liste de tes abonnements, par exemple. Donc pour l'instant, vous avez juste une route admin qui permettra d'avoir accès à un tableau de bord administrateur déjà codé pour vous. Les fichiers ASGI et WSGI sont des configurations annexes dont on ne va pas traiter pour le moment. Donc pour l'instant, le projet est vide. On va tout de suite tenter de le lancer. Pour ça, vous allez taper la commande Python espace manage.py et la première commande c'est run server. C'est elle qui va nous permettre de démarrer le site. Donc j'exécute et là il me propose un serveur de développement sous l'adresse 127.0.0.1 de .8000. Donc je vais faire CTRL et cliquer dessus et ça va me permettre d'accéder à la page par défaut de Django. Pour stopper le site, vous pouvez faire CTRL-C. Automatiquement, le site s'arrête. On peut remarquer également qu'au lancement, j'ai eu une erreur car je n'ai pas appliqué la migration. On verra ce que c'est après plus en détail. En gros, c'est pour les changements de la base de données. Et au moment où vous créez le projet, ça vous gère déjà les admins, l'authentification, les users, les sessions. Donc juste pour pas avoir d'erreur, on va taper cette commande python manage.py migrate. Comme ceci. Alors vous allez me dire, ok Graven, c'est super tout ça, mais comment on fait maintenant pour faire notre app? Parce que là on a juste la page par défaut. Eh bien, ce sera à nous de créer une première app. Le projet, il est vide, il faut créer une app et la lier. Vous pouvez créer d'ailleurs autant d'applications que vous voulez. Chaque app est un morceau de votre infrastructure. Je vais créer une app en faisant la commande django-admin start app et je vais l'appeler app pour que ce soit le plus simple possible. Et voilà. Un nouveau dossier apparaît, app. Donc j'ai le projet dans lequel je configure la structure générale et app qui est une première application dans laquelle je vais pouvoir configurer les pages, les chemins et d'autres choses. On va tout de suite lier les deux dans Colis Project settings.py. Ici, je vous ai dit qu'on peut enregistrer nos apps. Donc on va rajouter le nom de cette app, juste ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas, elle ne sera pas reconnue plus tard lorsqu'on utilisera nos raccourcis. Parfait. Donc pour créer notre première page, on va se rendre dans le dossier app et dans views.py. Une vue, c'est une page de notre site. Je vais me créer une page d'accueil pour commencer. Pour ça, je vais faire un def pour créer une fonction et on va l'appeler comme on veut. Par exemple, homepage ou index, home index, c'est vous qui décidez. Si vous allez sur la documentation dans la partie 3, ça vous montre exactement ce qu'on est en train de faire. La documentation de Django est plutôt bien faite et on nous dit voilà, il y a plusieurs pages et on va devoir préciser ici la requête. Chaque page, chaque vue va avoir le mot request qui va contenir la requête que la personne aura envoyée. Par exemple, tu vas sur la page d'accueil, c'est une requête. Et cette requête va renvoyer quelque chose à la page. Donc pour l'instant, je vais renvoyer avec le mot return une HTTP response. Si je mets ma souris sur HTTP response, il va me proposer de l'ajouter dans les imports, juste ici. Ainsi, je vais pouvoir envoyer par exemple « Bienvenue sur le site de livraison de colis ». Comme ceci. Vous pouvez bien sûr intégrer du HTML pour que ce soit plus complet. Mais bon, on va pas faire un site entier comme ça, c'est pour avoir un premier exemple. Maintenant que vous avez créé la vue, ça ne suffit pas. Il faut l'enregistrer et la lier à une route. Je vous ai dit tout à l'heure, la personne va taper votresite.com/. Et bien la route /, c'est la page d'accueil qui va permettre de montrer cette vue. Donc pour enregistrer une route, je vais aller dans urls.py qui est dans l'autre dossier et enregistrer ce chemin. Vous pouvez aussi faire un url.py dans app, on verra ça plus tard. Donc première chose, je vais commencer par importer depuis app.views un élément qui s'appelle homepage. Si vous l'avez appelé différemment, vous mettez le nom adéquat.
Pour voir s'il est bien trouvé, vous pouvez faire CTRL et clic gauche. Et regardez, c'est automatiquement redirigé vers cette ressource. Donc là, le premier chemin qu'on va faire est le suivant. On va créer un chemin qui va, quand on va aller sur la page d'accueil, donc rien en fait, afficher Home Page, comme ceci. Si je voulais faire mon site.com/app par exemple, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Si je veux faire une page de contact, j'écris contact/ par exemple. Donc la route ici est très importante. Pourquoi je ne mets pas de slash? Parce que par défaut, la configuration de Django fait en sorte qu'il faut taper mon site.fr/. Mais si j'oublie slash, ça marche pas. Donc ici, vous laissez bien vide et on va pouvoir relancer le site à nouveau en faisant python manage.py run server, comme ceci. Donc je vais à nouveau sur le site et là, j'ai bienvenue sur le site de livraison de colis. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on aimerait bien faire un vrai fichier HTML au lieu de s'embêter à faire quelque chose comme ça. Et ça se comprend. Je vais donc créer ce qu'on appelle un template. Un template, en Django, c'est juste un fichier HTML dans lequel on peut injecter du Python. C'est un mix des deux, en quelque sorte. Donc soit vous le créez dans App, soit dans le dossier Colis Project. C'est juste histoire de bien ranger tout ça. Donc dans Colis Project, je vais par exemple faire un nouveau dossier templates. Et dedans, un nouveau fichier, index.html. C'est ici que je vais pouvoir créer ma page web. Donc on va créer la base de la page avec un peu de HTML, le head, le body, dans le head un title pour le titre de l'onglet, colis app, et ici je vais mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, un H1 avec marqué colis app, bienvenue sur le site de livraison de colis. Désormais, j'ai envie d'utiliser ce HTML à la place d'écrire tout ça en dur. Donc, je vais plus utiliser le HTTP response, je vais utiliser l'autre outil qui s'appelle render. La fonction render va prendre la place de ce code. On va lui passer la requête et le chemin vers ce fichier index.html. Donc si j'écris directement index.html, il ne va pas le trouver parce qu'il va le chercher à l'intérieur de ce dossier app. Regardez, je vais sur le site, et là il me met template does not exist. Si vous avez cette erreur, c'est normal, c'est parce qu'il faut l'enregistrer ce template. Et pour éviter de vous embêter à faire des chemins un peu bizarres, on va directement se rendre dans le settings.py et l'enregistrer à la racine du projet. Donc vous allez descendre à la ligne 58, à l'endroit où on peut enregistrer des templates. Ici, il y a une liste Python qui va vous permettre de mettre le chemin. Alors vous avez plusieurs options. Soit vous mettez le chemin en mettant R double guillemets et vous collez le chemin. Donc il suffit juste de faire clic droit sur le dossier template, copier le chemin et le coller. Dans ce cas précis, il va être enregistré et vous n'aurez plus le problème. Regardez, je vais essayer, je relance le site et là j'ai bien mon template qui est rendu. Mais le problème c'est quoi? C'est que si jamais vous donnez votre site à quelqu'un ou que vous changez de machine, eh ben il va plus trouver ce dossier. Donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle un base-dir pour que le code trouve automatiquement dans la machine le chemin vers ce dossier site Python. Je vais donc chercher sur la documentation base-dir pour que vous ayez un exemple. Pour utiliser les templates, on peut utiliser ces deux lignes, base-dir, qui en Python permettra d'aller automatiquement trouver le chemin du dossier courant. Alors vous voyez qu'il est déjà présent, donc vous n'avez pas besoin de le rajouter. Mais par contre, on va s'en servir ici. Je vais remplacer ce que j'ai fait par base-dir / template. Et là, on va rajouter avant colis project /. Désormais, peu importe où se situe le projet, je vais pouvoir aller chercher le dossier en cours. Donc là, on peut relancer le site et désormais, tout fonctionne à nouveau. Donc ça, c'est très important de le configurer dès le début pour pas avoir de surprise. Maintenant, pour la propreté du code, vaut mieux, si vous avez plusieurs apps, faire dans chaque app un dossier template pour bien séparer chaque morceau. Alors là, vous allez me dire, mais Graven, pourquoi on s'est embêté à faire tout ça en Python alors qu'on pouvait très bien utiliser simplement du HTML? En réalité, c'est parce qu'on veut passer d'un site statique, où on peut juste mettre du HTML, à un site dynamique où on va pouvoir utiliser derrière un langage back-end pour faire des instructions côté serveur. Par exemple, en HTML pur, vous ne pouvez pas utiliser une base de données, faire des conditions ou d'autres choses. Là, comme on est en Python côté back-end, on peut faire tout ça. Donc en fait, ici, par exemple, imaginons que j'ai, disons, une variable avec le nombre de colis, par exemple, qui est égal à 3. Et ben, je vais pouvoir
utiliser cette variable et la transmettre à mon HTML dynamiquement. Pour ça, je vais rajouter une virgule et mettre ici un contexte. Un contexte, ça va être simplement un dictionnaire où je peux passer toutes les informations que je veux à mon HTML. Donc ici, par exemple, si je lui passe la clé nombre de colis avec la variable nombre de colis, dans mon HTML, je pourrais afficher cette valeur dynamiquement. On aurait très bien pu faire ça comme ça aurait fait la même chose. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'un HTML statique peut maintenant avoir avec Django des éléments dynamiques. Donc je vais aller dans mon index.html et à l'endroit où j'ai besoin d'afficher le nombre de colis, par exemple ici, je vais mettre un texte avec marqué « Il y a actuellement colis dans l'entrepôt ». À la place de ce point d'interrogation, je vais pouvoir injecter dynamiquement la variable nbcolis que j'ai créée. Pour ça, je vais faire double accolade et écrire nbcolis. Sur la documentation, ça s'appelle un Django template. C'est un mélange de HTML et de Python. On met juste 2 accolades avant, 2 accolades après et la variable. Et ce qu'on aura transmis, ça va directement être injecté ici. On essaye, je vais sur le site et là, il y a actuellement 3 colis dans l'entrepôt. Si je vais dans ma vue et que je change cette valeur en mettant 10, j'enregistre et automatiquement, la valeur se met à jour. Si vous voulez passer d'autres informations, comme par exemple le nom de l'entrepôt, je vais passer une variable nom entrepôt qui est égale à Graven entrepôt et le passer dans le contexte. Donc je rajoute ici une nouvelle clé. En général, j'aime bien l'appeler exactement pareil pour pas qu'il y ait de conflit. 2 points et la variable. Si vous avez du mal à vous relire et que la ligne devient gigantesque, vous pouvez très bien créer le contexte en amont et mettre tout ça directement à l'intérieur. Comme ça, on va juste utiliser la variable contexte. Il faut juste garder à l'esprit que c'est un dictionnaire. Si maintenant, même avec ça, vous avez beaucoup trop d'éléments, vous pouvez passer à la ligne, comme on avait vu sur la vidéo sur les dictionnaires, pour avoir un résultat plus agréable. Alors oui, on n'avait pas besoin de créer les variables si on les mettait directement ici, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc là maintenant que j'ai transmis nom entrepôt, je peux m'en servir ici, colis dans l'entrepôt, et là je vais mettre entre double accolade le nom de l'entrepôt. On essaye, j'ai bien ici le nom qui s'affiche. On va voir comment mettre en place des conditions directement dans le template HTML. Par exemple, j'ai envie de faire que s'il n'y a aucun colis, je mets il n'y a aucun colis, sinon j'affiche ce message. Si on regarde la documentation, on peut faire un if sous cette forme. Donc je vais faire ici dans mon template un if pour vérifier que le nombre de colis est égal à 0. Si c'est le cas, je vais mettre ici un message en mettant il n'y a aucun colis dans l'entrepôt. Et ensuite, je peux faire un else dans le cas contraire pour mettre un autre message. Enfin, pour dire que ma condition s'achève, je mets un end if. Donc je rafraîchis. Là, j'ai bien le message inchangé. Mais si à la place ici, je mets 0, il y aura marqué « Il n'y a aucun colis dans l'entrepôt ». Maintenant que c'est fait, on va voir comment ajouter une nouvelle page. J'ai envie d'une page sur laquelle je vais pouvoir voir la liste de tous les colis présents dans l'entrepôt. Donc je vais faire ici un nouveau def pour créer une nouvelle vue. On commence par ça. Je vais l'appeler parcels page en passant la request, ça c'est obligatoire, et faire un return render pour rendre la vue qui s'appellera parcels.html. Comme ceci. Donc ce fichier parcel.html n'existe pas. On va donc le créer dans le dossier template. On fait un nouveau fichier parcel.html et à vous de remettre cette structure avec le head, le body, le title et ici on va mettre liste des colis comme ceci, colis list. Donc on peut imaginer que vous avez un UL avec plusieurs puces, colis 1, colis 2 et colis 3. Pour l'instant, ces éléments sont en dur. Mais après, ça pourrait être pris dans une base de données, par exemple. Donc, si on se contente de faire ça, ça ne va pas fonctionner. Puisque, certes, on a render cette vue, mais elle n'a pas été enregistrée dans les chemins du site. Donc, on va se rendre dans urls.py, ajouter dans les imports parcel page, et venir enregistrer un nouveau chemin. Ce sera /parcel. Donc, j'écris parcel /, mais dans l'URL, ce sera monsite.fr/parcels pour voir les colis. Donc, je mets parcels page. Comme ceci. Dorénavant, si vous allez sur votre site et que vous rajoutez dans l'URL /parcels, vous arriverez sur cette deuxième page. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut le faire par l'URL. On aimerait bien un bouton pour passer d'un élément à l'autre. C'est pour ça qu'on peut le rajouter. Donc dans index, je vais mettre un petit lien voir les colis de l'entrepôt.
ce qui permettra d'aller sur la page /parcels. Bien évidemment, vous pouvez faire ça que s'il y a des colis. Dans le cas de cette condition, je rafraîchis. Pour l'instant, il n'y a aucun colis parce qu'il faut qu'on remette le nombre. Et là, si je rafraîchis, j'ai maintenant, il y a actuellement 10 colis dans l'entrepôt et un bouton pour voir la liste. On va se faire un bouton pour revenir en arrière. Pour ça, dans Index, on va copier cet élément et le coller en dessous de la liste des colis pour cette fois-ci revenir à la page / tout court, sans rien. Donc là, je vais mettre retour à l'accueil. Ok, alors je vais un petit peu vite sur la partie code, mais si vous maîtrisez déjà Python et HTML, c'est qu'une simple formalité. Dans tous les cas, vous retrouverez le code source entier de cette vidéo dans la description. Je rafraîchis la page et j'ai un bouton pour revenir en arrière. Vous pouvez donc passer d'une page à l'autre dynamiquement. Le problème, c'est que là, j'ai mis les colis en dur. J'aimerais bien que dans ce code, on ait la liste des colis et qu'on ait juste à la passer sans écrire en dur 10 ou sans écrire dans le HTML les valeurs correspondantes. Donc, je vais me faire temporairement une liste avec des colis. Pour l'exemple, je vais l'appeler colis data et mettre ici une liste avec colis 1, colis 2, colis 3 et colis 4, disons. L'idée, c'est que maintenant, tout se génère dynamiquement. Donc, au lieu de mettre 10 à ce niveau-là, je vais mettre la fonction len avec colis data pour que ça compte automatiquement. Comme il y a 1, 2, 3 et 4 éléments, ça devrait m'afficher qu'il y a 4 colis. Plus tard, on remplacera ça par la base de données. Donc, j'essaye, je rafraîchis et là, il y a 4 colis. Maintenant, voir l'entrepôt m'en affiche que 3 parce que je l'ai affiché en dur. Donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est dans Parcel Page qu'on puisse passer comme contexte tous ces colis. Donc, je vais faire ici un colis data ou colis, on peut l'appeler juste colis, colis data. Ici, c'est la clé et en donnant cette clé, ça va permettre d'accéder à la liste de tous les colis depuis mon fichier HTML. C'est comme si je lui transmettais les valeurs. Pour les récupérer dans parcel.html, je vais pouvoir ici faire une boucle. Donc, je vais récupérer avec une boucle for chaque colis, que je vais appeler C, depuis colis, comme ceci. À la fin, on utilisera le end for pour dire que c'est la fin de la boucle. Et là, j'aurai juste à faire pour chaque élément un li et afficher ici mon colis en mettant le C. Donc pour ceux qui ne se rappellent plus les boucles, colis, c'est la liste de tous les colis, allant de colis 1, 2, 3 jusqu'à 4. Et pour chaque élément, que j'appellerai C, je l'affiche dans une puce. J'ai désormais un résultat qui est dynamique. Félicitations, vous venez de créer vos 2 premières pages. Maintenant, on peut se dire, mais c'est pas pratique. À chaque fois qu'on crée une nouvelle page, un nouveau template, on est obligé de dupliquer la structure de base du HTML. Avec HTML, head, title, body. Bref, on se répète, c'est pas évident, c'est pas pratique. On a donc la possibilité avec Django de remédier à cela en faisant un fichier dans lequel on va inclure des morceaux d'HTML qui vont changer dynamiquement. Pour ça, dans le dossier template, vous allez vous créer un nouveau fichier base.html dans lequel on va coller la structure de base de tout notre site. Donc on va avoir HTML, head, le title. Si vous voulez mettre d'autres balises, par exemple pour activer les caractères spéciaux UTF-8, l'encodage, des balises de SEO, du CSS, bref. Tandis que dans le body, on va laisser tout ça vide. Ici, c'est comme si on avait un modèle. Je vais créer avant un bloc que je vais appeler title. Il commence ici et il se finit après avec un end block. Au moment où je crée une nouvelle page, je vais pouvoir inclure base.html et lui dire le title, c'est ça, pour qu'il le mette dynamiquement. Pareil pour le body. Tu vas inclure un bloc qui va s'appeler content pour le contenu. Ça va commencer là et se finir ici. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter autour des éléments qui ne changent pas suivant la page, comme le menu navigation, un footer ou autre chose. C'est très important juste de ne pas oublier les pourcents avant et après les accolades. Maintenant, si je retourne dans Index, au lieu de faire tout ce code, je vais mettre au tout début un extends de base.html. J'inclus ce fichier par défaut. Je vais définir ensuite le bloc title. Donc par exemple, je voulais mettre accueil colis app ou l'inverse, colis app accueil, comme vous voulez. Et j'avais un autre bloc qui s'appelait content, sans oublier de le fermer, dans lequel je voulais injecter le morceau présent ici. Ok? Donc je vais copier ça et le mettre à l'intérieur. Dorénavant, je n'ai plus besoin de cette structure en bas. J'ai juste besoin de définir que j'inclus cet élément, je choisis le titre et je choisis le contenu. Désormais, j'ai un composant dynamique que je peux réutiliser. Pareil pour parcels. Je vais faire un extends de base.html. Ensuite, je définis le bloc title en disant que ça va être cette fois-ci liste des colis.
colis app, sans oublier de fermer le bloc. End bloc. L'indentation, c'est pour vous, c'est pour la lisibilité. Et enfin, j'ai besoin d'un bloc content pour mettre le contenu que je vais dupliquer à nouveau. End bloc. Et là, je vais coller ce qu'il y avait ici, comme ceci. Vous pouvez réindenter correctement. Il y a même des petits raccourcis sur VS Code et dégager ce qu'il y a après. Voilà le résultat qu'on attendrait avec Django pour faire un bon site avec des composants réutilisables. On remarque que ça ne casse rien à la mécanique et c'est même beaucoup mieux puisque si je rajoute quelque chose autour, dans base par exemple, je vais mettre un pied de page, footer, un paragraphe avec marqué copyright 2026 Graven, et bah ça va s'appliquer sur toutes les pages puisque ce template est inclus partout. Regardez, j'ai bien le copyright et là également. Bien, on en a fini avec cette première grande partie. On va maintenant s'occuper de la deuxième où on va commencer à rajouter un formulaire. On va donc se rendre dans Views et se créer une nouvelle vue. Je vais l'appeler Add Parcel Page. Pareil, on a le request et on va render une page qui pour l'instant n'existe pas, que je vais appeler Add Parcel.html. Comme ceci. Faites très attention à la manière dont vous écrivez ça pour pas qu'il y ait des erreurs. On va créer dans template un nouveau fichier qui s'appelle comme ça et mettre notre structure habituelle. Vous pouvez copier-coller bien sûr. On commence à s'y habituer. On a le bloc title. Là, je vais mettre un texte avec marqué ajout de colis ou enregistrement de colis et le bloc content que je vais devoir fermer ici. On va créer pour l'instant un titre que je vais mettre en H2, ajout de colis. Et on va faire un formulaire, mais pour l'instant, on va le laisser vide, ce formulaire. Je vais vous expliquer pourquoi après. L'idée, c'est de pouvoir ajouter un colis par rapport à sa zone de départ, d'arrivée, son poids, et il aura par la suite un statut. Donc j'ai enregistré cette vue. On va rajouter ça dans les routes, urls.py, je mets add parcel page. Si vous voulez tout importer, vous pouvez mettre étoile ici, ça fonctionne également. Et là, je vais ajouter register pour aller ajouter cet élément. Laissez bien le admin en dernier. Je répète, c'est très important pour la suite. On va également dans index.html se rajouter un lien pour ajouter un nouveau colis qui permettra de mener vers /register. Je vais sur le site, j'ai maintenant ajouté un nouveau colis et ça me redirige bien vers cet élément. Dans add parcel, il faudra un truc pour revenir en arrière. Libre à vous de mettre ce bouton revenir à l'accueil. Bien, comment faire ce formulaire? Vous savez, en HTML, on utilise la balise form de telle sorte à pouvoir mettre différents inputs. Donc par exemple, on met un input de type texte pour mettre par exemple l'adresse de départ. Ensuite, on met un input de type texte pour l'adresse d'arrivée. Ensuite, on a un number pour le poids du colis. Bref, on remplit nos champs, on peut même mettre une information de contact. Et à la fin, on a le bouton Submit pour envoyer le formulaire afin d'enregistrer le nouveau colis. Ça, c'est le fonctionnement habituel. Maintenant qu'on a fait ça, on se dit, bah c'est bien, on a réussi à faire un formulaire comme on faisait en HTML. Mais avec Django, on peut travailler différemment avec ces formulaires. Soit en gardant la logique de base, comme on l'a fait, ou alors en créant carrément un forms.py avec des classes. Dans la classe, il y aura chaque propriété qui sera un champ du formulaire. Et ça permettra aussi de gérer le contenu et les règles pour voir si l'élément est requis ou alors il détient un nombre de caractères, etc. Donc moi, je vous conseille d'utiliser cette technique. On va se créer dans le dossier app un nouveau fichier forms.py. On va faire from Django import forms et créer une première classe qui va s'appeler register parcel form. Ça va être un formulaire pour enregistrer des colis, donc je l'appelle comme ça. Prenez comme réflexe le nom des classes en Python, c'est du Pascal case, la première lettre de chaque mot en majuscule. On va hériter de forms.form et à l'intérieur, je vais pouvoir définir mes différents champs. On a dit qu'il y avait 3 champs, l'adresse de départ, je vais l'appeler adresse dep, qui est égal à un form.charfield, un champ pour écrire du texte, donc des caractères. On peut mettre un petit label en mettant adresse de départ et un maximum de caractères de 100 par exemple. On va faire la même chose, copier-coller pour l'adresse d'arrivée, adresse ARR, adresse d'arrivée. Et enfin, un dernier champ pour le poids. Je vais l'appeler weight. Donc c'est le poids du colis qui est un forms.integer field. Je peux mettre comme label
poids du colis. Donc pour l'instant, on peut se dire que c'est la même chose que ce qu'on a fait. Mais la puissance de ça, c'est que c'est Python qui va nous générer pour nous le contenu du formulaire et gérer la partie validation du formulaire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc je vais retourner dans views.py, commencer par importer depuis .forms, puisque le point permet de dire qu'on est dans le dossier app, un élément qui s'appelle register parcel form. Ensuite, un peu plus bas, on avait fait un add parcel page. Et ben, je vais créer form égale register parcel form pour créer le formulaire et le passer dans le contexte de mon render. L'idée, c'est que je génère depuis Python le formulaire avec les différents champs et que je transmette ça à ma vue pour ainsi pouvoir dégager ces champs et directement mettre mon form à ce niveau-là. Alors le bouton, on est obligé de le garder, mais c'est plutôt pas mal. Vous choisissez la méthode d'envoi que vous voulez. Nous, on va être en post pour que ça passe d'une page à l'autre et on rajoutera l'action plus tard. On essaye, je vais ajouter le nouveau colis. Regardez, il y a bien les labels que j'ai mis avec le bouton. Si par la suite je veux rajouter un nouveau champ, il me suffira simplement de le rajouter ça à ce niveau-là en rajoutant une ligne. Maintenant, comment faire pour réceptionner les données du formulaire? On a vu dans Views qu'on avait le request ici. Par défaut, on est dans un affichage d'une page. C'est une requête de type get. On va dire, le client veut afficher une page, il veut la récupérer cette page, il va la get. Mais si jamais c'est l'inverse, il veut envoyer des informations au serveur, il veut poster des informations, ce sera pas get, mais post la méthode d'envoi. Et ça, on le récupère grâce à ce mot-clé. Je vais donc faire ici un if request.method et vérifier si c'est égal à post. Si c'est égal à post, dans ces cas-là, je vais créer le formulaire et récupérer tout ce qui a été mis dans les différents champs. En gros, ça c'est pour récupérer chaque ligne que la personne a complétée dans le formulaire. On récupère tout ce qu'il a écrit, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, le poids. On vérifie si le formulaire est valide. Et si ça marche, on pourra mettre un message, enregistrement OK, ou même rediriger l'utilisateur vers une page dédiée. Si ce n'est pas la méthode post, dans ces cas-là, on va faire cette deuxième condition pour afficher le formulaire. Parfait, on va pouvoir maintenant tester. Je rafraîchis une première fois mon formulaire. J'ai complété l'adresse de départ, 1 rue des Papillons, l'adresse 2 rue des Oiseaux, poids du colis 22 kg, j'aurais dû préciser l'unité, enregistrer le colis, et là, on a une erreur. Le formulaire a bien été envoyé, mais on a un Forbidden CSRF Verification Failed. Le CSRF, c'est un jeton de sécurité qui se met dans les formulaires pour que la personne qui envoie le formulaire et le serveur qui le réceptionne puissent se synchroniser, pour éviter qu'il y ait une personne qui se mette entre les deux et qui récupère tout ce que vous avez écrit. On va juste rajouter dans notre forme un CSRF token, comme ceci. Je rafraîchis, je vais pouvoir maintenant réessayer. 1 rue des Papillons, 2 rue des Oiseaux. Et là, si je clique, on a enregistrement OK. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc pour l'instant, ça a enregistré nulle part. C'est juste le formulaire qui fonctionne. On aura donc besoin d'une base de données. Et c'est le sujet de cette troisième partie. Si on regarde dans les settings, on peut voir que par défaut, on peut choisir quelle base de données on va utiliser. Ça peut être une base MySQL, MariaDB ou autre. Là, il nous propose une base SQLite. C'est un fichier qui contient votre base de données directement enregistré dans le projet. L'inconvénient, c'est que tout tient dans un fichier, donc vous perdez le fichier, vous perdez la DB. Donc nous, on va utiliser ça pour commencer, mais libre à vous de changer. Vous avez ici la documentation qui vous montre comment changer ça avec d'autres providers. Votre base de données, en réalité, elle existe déjà, puisqu'il y a déjà le système d'utilisateur, d'authentication, etc. Comment je le sais? Eh bien, si vous allez sur votre site /admin, vous allez arriver sur cette interface. Vous avez une sorte de back-office sur lequel vous pourrez directement manipuler la base de données visuellement. Mais on n'a pas encore nos identifiants, donc il va falloir se les générer. Vous allez couper le site, CTRL-C, et faire la commande python manage.py create super user en un seul mot. J'exécute. Il me demande quel username je veux mettre. Je vais mettre par exemple admin, disons. Une adresse email, peu importe laquelle c'est, même si elle n'existe pas, gravenilvec@gmail.com. Un mot de passe qui permettra d'accéder à la base, donc il faut qu'il soit robuste. Moi je vais mettre abonnez-vous 1, 2, 3. Je confirme, abonnez-vous 1, 2, 3. Et le tour est joué. J'ai créé mon super user, mon utilisateur admin. On peut maintenant relancer le site et aller sur /admin. Je vais mettre maintenant admin comme username et abonnez-vous 1, 2, 3 pour me connecter. Parfait, on peut voir que j'arrive sur ce tableau de bord et on a déjà les groupes, ça permet de gérer les permissions.
et user, qui sont nos utilisateurs. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez plein de modules avec Django que vous pouvez juste intégrer. Vous voulez gérer la 2FA, vous avez un module. Vous voulez gérer les paiements, vous avez un module. Et tout se branche en fait à cet écosystème. Mais on a un problème, c'est qu'on ne peut pas encore manipuler nos colis. On n'a pas encore créé de table pour gérer les colis. Pour créer une table, on va aller dans le fichier models. Un model, c'est une classe Python qui va permettre de pouvoir définir une table, une entité sur notre élément. Si je vais sur cette page, Django Model, on me montre comment faire. À chaque fois, c'est la même chose. On va lister les différents champs et vous allez voir que ça va ressembler pas mal à ce qu'on a fait. Donc, je vais faire ici classe parcel pour représenter la notion de colis, models.model. Et là, je vais mettre mes différents champs. En réalité, vous pouvez aller dans forme et copier ce qu'on a fait ici à ce niveau-là. À la place de forme, ce sera models. Comme ceci. Ce qu'on va devoir rajouter, c'est que en plus de ces champs à compléter, il va y avoir le statut de livraison. Est-ce que le colis est enregistré? Dans ces cas-là, on mettra 0. Est-ce qu'il est envoyé? On mettra 1 et reçu 2. Et après, on peut faire 3, 4 pour bloquer ou autre. Donc, je vais rajouter ici le statut de livraison. Et on va pas s'embêter, on va mettre un integer field pour un nombre. On pourrait utiliser un integer choice ou autre, on va pas se casser la tête. On va mettre comme valeur par défaut 0, comme ça au moment où j'enregistre un colis, et le statut sera 0. On imaginera le cas suivant pour le statut, 0 enregistré, 1 envoyé et 2 livré. Il m'indique ici que j'ai une erreur sur label parce que ça c'était propre au formulaire. Je vais tout simplement enlever tout ça. Parfait. On a donc créé notre premier modèle. Il va falloir maintenant appliquer ça à la base de données actuelle en faisant ce qu'on appelle une migration. Une migration, c'est un fichier dans lequel on recense toutes les modifications qui ont été faites avant d'appliquer ça sur la base en cours et surtout de pouvoir garder l'historique. C'est un peu comme un guide pour la structure de votre base de données. Pour créer une migration, on va taper la commande python manage.py make migration au pluriel. Si tout se passe bien et que vous avez bien mis les champs correctement, vous aurez ce message qui apparaît. Ça veut dire que la migration a été créée. Vous la retrouvez dans le dossier migration et là on a initial avec tous les changements qu'on a fait. Maintenant, ça ne suffit pas de créer le fichier de migration, il faut le pousser, l'appliquer comme un git push. Je vais donc faire la même commande, mais cette fois-ci je vais faire migrate. C'est ce qu'on avait fait au début. Et là, ça s'est appliqué. Désormais, ma base de données a ces changements. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez aller dans les extensions, installer SQLite Viewer, qui va vous permettre de pouvoir visualiser votre base SQLite depuis VS Code directement. C'est gratuit tant que vous ne faites pas de modification depuis VS Code. Donc si maintenant je clique sur db.sqlite3, je vois l'intérieur de ma base et j'ai un app parcel avec l'ID, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, le poids et le statut. Donc c'est super. Mais si je relance le site et que je vais dans la page admin, je ne le vois toujours pas, ce modèle. Pourtant, il a bien été ajouté dans la base puisqu'on l'a vu. En effet, on doit aller dans admin.py et venir enregistrer cet élément dans le panneau admin. Donc je vais déjà importer depuis .models l'élément qui s'appelle parcel et faire un admin.site.register de cet élément. Ça va permettre de l'ajouter au tableau de bord administrateur. Sans ça, il n'apparaîtra pas. Donc regardez, je rafraîchis et là j'ai maintenant parcel, ce qui a été ajouté. Si je clique dessus, je vais pouvoir visualiser tous mes colis en cours d'envoi. Donc là, je vais faire add parcel. On va en ajouter un directement depuis la base. 1 rue des papillons, 2 rue des oiseaux, 22 de poids. Le colis, il est créé. Et là, je fais save. J'ai un premier colis. Je veux en ajouter un deuxième. C'est parti, j'en ajoute un deuxième. Là, c'est juste pour tester. 2 rue des tunnels, 14 avenue pour changer des poissons. Là, il fait 111 kg. Voilà, bref, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, c'est pour l'exemple. Le problème, c'est que lorsqu'on aura beaucoup de colis dans la base, il y aura marqué parcel object 1, 2, 3, 4, etc. Et ça va être compliqué pour nous de chercher un colis en particulier. Donc, on va pouvoir modifier la méthode d'affichage de cette chaîne de caractères, de cette string. Pour ça, rendez-vous dans models.py au niveau de la classe parcel qu'on a créée. Et si je lui mets une fonction str comme ceci à l'intérieur, je vais pouvoir personnaliser comment j'affiche ce texte. Par exemple, je pourrais mettre colis numéro et ici le numéro du colis que je vais intégrer. Donc attention, str avec 2 underscores avant et après, donc c'est 2 fois le tiré du 8. Et il faut que le def soit à l'intérieur de la classe. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Ça doit être dedans. Si je veux marquer en plus le poids du colis, je peux mettre self.weight
Comme ça, j'afficherai le poids en kilogrammes. Par la suite, on aura le numéro de suivi. Bref, on peut personnaliser ça comme on veut. Et maintenant, au lieu d'afficher ça, si je rafraîchis, j'aurai mon texte personnalisé. On obtient donc ce résultat. Maintenant, à nous d'intégrer ça sur notre application. Au lieu d'afficher il y a actuellement 4 colis, on va récupérer le contenu de la base colis, parcelle, afin de pouvoir aussi récupérer le contenu de chacun de ces éléments. Pour ça, rendez-vous dans views.py et au lieu de faire colis data, on va venir importer notre modèle qui s'appelle parcelle. Et là, ça va être super simple. Initialement, quand vous faites une requête à une base de données, vous utilisez des requêtes SQL, comme par exemple select, étoile, from, colis par exemple. Et bien là, on a ce qu'on appelle un ORM. C'est un Object Relational Mapping qui fait le pont entre votre code et la base de données grâce à des objets, des classes, comme parcelle qu'on a créée. Donc au lieu de s'embêter à faire la requête en entier, on va juste faire parcelle.object.all et ça fait la requête pour récupérer tous les colis. Pareil ici, parcelle.object.all. Donc je peux retourner sur la page web, rafraîchir, et maintenant il y a 2 colis dans l'entrepôt. Et si je clique sur voir les colis, j'ai bien colis numéro 1 et colis numéro 2. On a bien nos 2 colis. Maintenant, pour ajouter un nouveau colis grâce à ce formulaire et que ça l'enregistre bien dans la base de données, parce que pour l'instant on le mettait manuellement, et il y a encore du code à faire. Vous allez vous rendre dans forms.py et au lieu d'avoir en doublon les différents champs du form et les différents champs du modèle, on va utiliser à la place un modèle form qui va permettre de pouvoir absorber les champs d'un modèle. Donc je vais importer depuis modèle parcelle pour directement pouvoir m'en servir ici. Sur la documentation, ça ressemble à ça. Je fais une classe méta dans mon form et je mets quel champ doit être complété. Comme ça m'évite d'avoir en doublon. Dès que je veux rajouter un champ, je vais devoir le changer sur le form et sur le modèle. Là, il n'y a pas besoin. Je vais juste mettre du coup classe méta, définir que mon modèle que je vais utiliser c'est parcelle et définir les champs qu'on peut remplir avec ce formulaire. Donc il va y avoir l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée et le poids du colis. Mais je ne mets pas le statut ici parce que sinon la personne pourra au moment où elle enregistre son colis choisir ce statut. C'est tout ce que vous avez à faire. Vérifiez bien que vos champs soient écrits exactement pareil qu'ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je vais pouvoir relancer le serveur, aller sur ajouter un nouveau colis et je retrouve ces champs là. Maintenant pour les enregistrer en base, on va aller dans views et on va juste faire form.save. C'est ça qui va faire l'insertion dans la base. La personne remplit le formulaire, elle enregistre et ça crée une nouvelle ligne dans la base. C'est parti, j'ajoute un nouveau colis, je vais mettre 3 rue des Cartes, 11 sentier des Pissenlits, on va mettre 5 kilos, enregistrer le colis, enregistrement OK. Et si maintenant je reviens sur l'accueil, j'ai 3 colis dont celui qui vient d'être enregistré. Donc ça fonctionne parfaitement. On a l'enregistrement et l'affichage. Vous voyez que j'ai pas eu besoin d'écrire des milliers de requêtes SQL. Tout se fait simplement grâce à cet ORM. Bien, on va pouvoir maintenant s'occuper du numéro de suivi. Pour ça, on va rajouter dans les modèles un nouveau champ tracking number qui va permettre de pouvoir définir un char field. C'est un champ qui aura maximum, allez, 11 caractères. Donc il y aura un numéro de suivi qui fera genre FR, 1, 2, 3, 4, un truc comme ça qu'on va générer au hasard. Pour l'instant, on va lui donner une valeur par défaut pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous créez un nouveau champ qui est obligatoire, lorsque vous allez pousser la migration, il va vous dire « Attention, tu ajoutes un champ, mais il y a déjà des valeurs en base. » Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur met une valeur par défaut? Ou alors, est-ce que tu supprimes ces données pour en recréer d'autres? Il n'aime pas qu'un champ obligatoire soit laissé vide. Donc je vais mettre ça pour l'instant et on va déjà pousser une première migration. Donc je vais faire un python manage.py make migration et migrate pour appliquer ça. Pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va aller dans admin, chacun de nos colis aura ce numéro de suivi. Ok, on a mis le même par défaut. Donc je vais commencer déjà par les changer avec d'autres valeurs pour que chaque colis ait un numéro de suivi unique. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de doublons. Donc je mets un petit peu autre chose et on est bon. Maintenant que des valeurs ont été définies, je vais pouvoir retirer ce champ default et mettre par défaut le champ unique sur true. À partir de maintenant, c'est moi
dans mon code qui va générer automatiquement les tracking numbers. Alors comment ça se passe? Alors vous savez, quand on complète le formulaire pour enregistrer un nouveau colis, on ne spécifie pas ce numéro de suivi, c'est le back-end qui va s'en occuper. Pour ça, on utilise la fonction save qui est juste là, qui va se charger de prendre le modèle avec ses données pour les insérer dans la base. Mais on peut très bien surcharger cette fonction save pour au préalable générer un numéro de suivi. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais rajouter ici un def save en passant le mot self et en passant de potentiels arguments qui pourraient être ajoutés par la suite. Sinon, certaines erreurs pourraient arriver. On va vérifier ici si le champ tracking number n'est pas complété avec le if not. En gros, si au moment où on enregistre un colis, on voit que le tracking number n'est pas défini, on va en générer un self.trackingNumber égal, et je vais mettre fr plus quelque chose. Par exemple, on va choisir un nombre au hasard entre 111 et 999. Un truc simple. Donc ça, c'est la bibliothèque random qu'il va falloir importer. Je vous fais vraiment un numéro de suivi basique pour la vidéo, mais vous pouvez faire un truc plus avancé de votre côté. Et enfin, une fois que le numéro de suivi est généré, il ne faudra pas oublier d'appeler dans la superclasse la vraie fonction save qu'on aura surchargée. Sinon, ça ne va pas faire l'enregistrement. Je lui passe donc tous ces arguments et le tour est joué. Donc qu'est-ce que je viens de faire en gros? Je viens de rajouter une couche d'instruction au moment où je save pour que ça génère le numéro de suivi avant l'insertion. Si vous oubliez cette ligne, ça ne fonctionnera pas. On va maintenant pouvoir refaire un make migration et un migrate pour appliquer ces changements. Et dorénavant, dès qu'un nouveau colis sera enregistré dans la base, vous aurez un numéro de suivi au hasard. On essaye, ajouter un nouveau colis. Là, je vais mettre 24 rue des Poissons, 1 avenue de la Paix, le poids du colis, 25. Et là, il me dit qu'il n'arrive pas à assembler du texte avec un nombre. En effet, j'ai fait une petite erreur. Ici, on a un texte et ici, on a un nombre. Il va falloir transformer ce nombre en texte, comme ceci. En effet, le plus fait une concaténation et si ce n'est pas le même type, notamment du texte, on a une erreur. Allez, on va pouvoir essayer à nouveau. Je refais la requête. 1 rue de la Paix, 11 avenue des Anges. Le poids, enregistrer le colis, enregistrement OK, donc c'est bon. Je peux maintenant aller sur la page admin et j'ai ce colis qui est apparu. Donc ça fonctionne parfaitement. Si jamais vous voulez un champ pour la date d'enregistrement du colis, vous pouvez mettre ici un date model.dateTimeField. DateField, c'est juste la date, jour, mois, année. Date timeField, c'est jour, mois, année, heure, minute, seconde. Donc c'est plus précis. Et là, on va mettre comme valeur par défaut timezone.now. Ça permet en fait avec Django de pouvoir récupérer la date actuelle de la machine. Comme ça, si j'enregistre mon article maintenant, il sait que la date actuelle, c'est le lundi 9 février à 18h25. Donc pour que ça marche, il va falloir que j'importe depuis Django.utils l'élément qui s'appelle timezone. Et à partir de maintenant, ce champ va automatiquement se compléter au moment où j'enregistre un colis. S'il y a déjà des colis en base, ça va prendre la date actuelle au moment de la migration. Donc j'essaye, make migration, migrate, je relance le serveur. Et si maintenant je rafraîchis, je peux gérer la date d'enregistrement. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, on va pouvoir maintenant rajouter une page pour suivre un colis en mettant ce fameux numéro de suivi. Pour ça, vous allez vous rendre dans les templates et créer un nouveau fichier qui va s'appeler tracking.html. On va pouvoir aller copier-coller ce qu'on a fait dans add_parcel puisqu'on va réutiliser ce principe de formulaire. Donc vous allez coller ça et on va simplement changer ce qu'il y a à l'intérieur. Suivi d'un colis. Je vais mettre ici suivi d'un colis. Toujours besoin de la méthode post et du CSRF token. Par contre, le formulaire, on ne va pas s'embêter à faire un formulaire entier pour ça. Il y a juste un champ, c'est un input pour mettre le tracking number. Donc, je vais mettre ici input type texte avec le nom tracking number. N'hésitez pas à mettre la même chose que moi pour pas avoir de soucis. L'ID tracking number également. Et on peut lui mettre un petit placeholder pour écrire numéro de suivi, comme ceci. Ce ne sera pas enregistrer un colis, mais suivre un colis. Et là, on est pas mal. Donc ce template, il va falloir l'enregistrer dans une vue. Donc dans views.py, vous allez pouvoir mettre ici un tracking page, comme ceci. Et on va prendre le même fonctionnement que dans le hard parcel page. C'est-à-dire que si la méthode d'envoi c'est post, alors on va renvoyer une réponse en disant colis trouvé. Sinon, ça veut dire qu'on peut afficher la page. Et dans ces cas-là, on va rendre la page tracking.html. Donc on reprend le même principe, comme ça c'est duplicable. Il faut maintenant enregistrer cette route dans urls.py, path
tracking et mettre ici tracking page. Enfin, pour que ce soit plus agréable, dans le index.html, vous pouvez vous rajouter, comme je l'ai fait, un /tracking pour suivre le colis. Si vous voyez que je vais un peu vite sur cette étape, n'hésitez pas à mettre en pause et à prendre le code source en description s'il vous manque des bouts pour ce code final, puisqu'on arrive à la fin. Désormais, j'obtiens ce résultat, suivre un colis, avec une zone dans laquelle je vais pouvoir chercher le colis en question. Mais alors, comment je vais faire pour savoir si le colis existe? Ça va se passer dans Views, ici. On va ici récupérer le champ tracking number depuis la méthode post. Tracking number égale request.post.get et je mets ici le nom de ce champ, comme ceci. Ensuite, à partir de ce tracking number, il me suffit de faire une requête sur tous mes colis pour voir s'il existe. Parcel.object.get, je regarde s'il y a un colis qui a ce tracking number. Le problème, c'est qu'il peut y avoir aussi le cas où le colis n'a pas été trouvé. Et dans ces cas-là, ça va renvoyer une erreur does not exist. Donc je vais embarquer ça dans un try pour essayer de faire cette instruction, auquel cas, je vais pouvoir attraper une parcel.doesnotexist. C'est une erreur que j'attrape. Un message d'erreur, aucun colis n'existe, avec ce suivi. Et je peux render également dans ce cas précis, en donnant le colis, parcel, et également les potentielles erreurs qui ont été attrapées. Seulement, vous voyez ici que le code est en doublon. On fait la même chose qui est de rendre la page. Alors pour optimiser ça, on pourrait très bien supprimer ce else et utiliser directement, que ce soit une méthode get ou une méthode post, ce code-ci. Mais pour éviter qu'il nous mette une erreur, parce que parcel et erreur ont été définis uniquement si la condition est vraie, on va mettre parcel égale none et error égale none. Avec ce code, on a quelque chose de flexible. Lorsqu'on veut juste afficher la page de tracking pour avoir le formulaire, on render tracking en mettant none et none. Et si on est dans le deuxième cas où le formulaire a été envoyé, eh bien parcel et ou error auront leur valeur qui a été assignée et donc on pourra également faire un rendu. Maintenant, vous n'aurez plus qu'à utiliser parcel et error dans le tracking.html. On va juste faire une condition. Si un colis a été trouvé, donc juste if parcel, ça permet de vérifier s'il existe. Alors on va pouvoir afficher un résultat. Sinon, on va vérifier autre chose, elif. Par exemple, je vais vérifier s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, je vais afficher l'erreur en question. Et on va mettre le nif parce que les autres cas, ça veut dire que la personne n'a pas envoyé le formulaire. Donc dans le cas où le résultat est complété, je vais mettre quelque chose comme ça. Le numéro de suivi, parcel.trackingNumber. Pourquoi parcel? Parce que c'est l'élément que j'ai passé ici. J'ai passé l'objet entier. Donc j'ai juste à faire l'objet point la ligne. Pour avoir le statut, je vais faire point statut. Donc ça va me renvoyer 0, 1 ou 2. Et pourquoi pas afficher également le poids. Weight. L'erreur en elle-même, on peut l'afficher simplement en mettant error. On essaye, je mets quelque chose qui ne marche pas, aucun colis n'existe avec ce suivi. Et si maintenant je copie un suivi qui existe, résultat, et j'obtiens bien le tracking en question. Donc ça fonctionne parfaitement. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, notamment sur la partie CSS, je vous mettrai quelques ressources, notamment cette page qui vous montre comment importer du CSS ou même des assets comme des images ou autres. Ça peut être pratique. Aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur la partie back-end en elle-même. Bien, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo qui va être consacrée à la mise en production de notre site. Donc là, pour l'instant, il est en local, mais on aimerait bien le mettre en ligne. Avant de faire ça, il y a quelques réglages à faire. Tout d'abord, vous allez vous rendre dans le fichier settings.py à la ligne 25. On va passer le mode debug en false. Sinon, certaines commandes de production ne fonctionneront pas. Ici, on va pouvoir activer certains noms de domaine. Par exemple, si votre site s'appelle monsite.org, vous mettez ce domaine. Vous pouvez en mettre d'autres d'ailleurs, monsite.fr, etc. Si vous voulez tout autoriser, vous mettez le symbole étoile. Deuxième chose, à la fin du code, vous allez mettre ici la static URL /python/static. Quand vous allez passer en production, certains fichiers devront être transformés en statique pour pouvoir être déployés. En développement, ça le fait tout seul. En production, il y a besoin d'un dossier à part. On va définir ce dossier, ce static root, à l'adresse du projet /public/static. Si vous avez un nom de domaine en HTTPS, il y aura d'autres options activées pour autoriser le SSL. Pour l'instant, je vais les décocher, ce n'est pas obligatoire. Maintenant que ceci est fait, il y a certaines informations qui sont sensibles qu'on va mettre dans un fichier d'environnement. Par exemple, la secret key
et l'option de debug vont être mis dans un .env. Donc vous allez créer à la racine un .env et on va déplacer ces deux éléments à ce niveau-là. Ils ne doivent pas apparaître dans le code source. À la place, on va installer un outil qui s'appelle python-.env. Quand on installe une dépendance, le fichier requirements.txt ne s'actualise pas tout seul. Il faut donc refaire un pip freeze requirements.txt pour appliquer ces changements. Le fait d'utiliser cet outil, ça va nous permettre de pouvoir importer depuis .env la fonction load.env et on va importer aussi le module OS. L'idée, c'est de ne pas avoir à écrire ça en dur et que ça puisse s'importer directement depuis nos variables d'environnement qui sont sous cette forme de fichier. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les environnements pour comprendre ça plus en détail. Là, on va juste actionner load.env au chargement du script et à la place d'écrire ça en dur, on va juste faire os.getEnv et lui dire va me récupérer la secret key. Pareil ici, os.getEnv va me récupérer la clé debug. Si elle est égale à true, pas de souci. Si vous avez d'autres informations sensibles, comme les informations de base de données ou autres, je vous invite à les renseigner ici. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir tester localement ces fichiers statiques. Je vais maintenant faire python manage.py collect static --no input et ça va me créer un dossier public/static avec dedans l'ensemble de mes fichiers CSS, images, JS. Maintenant, je vais mettre mon site sur GitHub. Ce sera plus simple pour déployer par la suite. Et d'ailleurs, vous retrouverez mon lien en description pour tester directement depuis chez vous. Donc, je crée un nouveau repository que je vais appeler site coli app. On va faire ici create repository et commencer à faire les différentes lignes de commande. Donc, d'abord, je vais faire un git init pour initialiser. Vous devez avoir Git d'installer sur votre machine. Ensuite, je vais me créer un fichier .git ignore. On va mettre dedans les éléments essentiels à ignorer en termes de sécurité, stockage, fichier statique et dossier généré. Ces éléments ne doivent pas être publiés sur GitHub, surtout en public. Je peux maintenant faire un git add point pour ajouter ça, créer un premier commit, first commit. Et là, je vais faire les 3 commandes proposées pour ajouter le remote. D'abord cette commande, ensuite je change de branche et enfin le git push pour pousser ces changements. Si je rafraîchis, on peut voir que tout a été publié. Je vais pouvoir plus facilement cloner ce projet après sur ma machine. Bien, on va pouvoir passer à la partie hébergement grâce à notre sponsor du jour qui est le site hostinger.com. J'en avais déjà parlé en début de vidéo. Il vous propose différentes offres d'hébergement, dont une offre pour les sites Django, avec déjà tout de préinstallé dessus. Donc nous, on va partir sur cette offre, je vais la sélectionner. On va partir sur un plan d'au moins 12 mois pour bénéficier de réduction et d'un nom de domaine offert pendant 1 an. Vous pouvez aussi utiliser mon code de réduction Graven, qui vous donnera 10% de remise supplémentaire. Toutes les offres sont satisfaites ou remboursées durant 30 jours et vous avez un support en français qui vous répond en cas de besoin. Donc je vais choisir cette offre. Le paiement a bien été effectué. Je vais pouvoir commencer la configuration de cette machine. D'abord, on me demande un mot de passe pour me connecter en route. Donc vous mettez un mot de passe assez sécurisé. On peut aussi mettre une clé SSH pour renforcer davantage la connexion par le shell. Je fais suivant et je clique sur terminer la configuration. Vous n'aurez plus qu'à attendre que le processus se finalise. Après quelques minutes, on peut voir que ça a fonctionné. Je peux soit accéder au tableau de bord du VPS, soit en accès SSH, mais avant, je vais tout de suite obtenir mon nom de domaine offert avec ce plan. Donc ça va être un .tech ou un .cloud, mais vous pourrez très bien acheter d'autres domaines en .fr ou .com plus tard. Donc je vais prendre un .tech, graventuto.tech. Je vérifie s'il est disponible, donc je clique sur obtenir. Tout a fonctionné. On peut maintenant cliquer sur continuer et on arrive sur cette interface. Donc si maintenant je vais dans les noms de domaine, portfolio de noms de domaine, j'ai graventuto.tech qui est en attente de validation. J'aurai juste une étape à faire dans ma boîte mail pour pouvoir l'activer. Attention toutefois, quand vous allez prendre votre nom de domaine, à ne pas prendre de domaine avec des mots-clés qui peuvent faire penser à du phishing ou à un service connu. Par exemple, si je l'avais appelé gravencolis.tech, le colis pouvait faire penser au service de la poste, par exemple. Ça va fonctionner, vous pourrez prendre le domaine, mais ça demandera une validation manuelle par Hostinger, qui peut prendre plusieurs heures. Donc là, je vais juste vérifier mon adresse email et le tour est joué. Désormais, si je rafraîchis la page, mon nom de domaine est actif, graventuto.tech.
Si vous souhaitez, vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant sur ajouter un domaine, obtenir. Et là, vous avez du .com, du .net, du .io. Si vous cherchez ici Graven Tuto, je vais pouvoir en choisir plusieurs ou même les regrouper dans un pack pour payer moins cher. C'est plutôt pas mal. Dans notre cas, on va rester sur graventuto.tech pour l'exemple. Si maintenant je me rends à cette adresse, je vais avoir ce domaine qui pointe vers ma machine sur laquelle je retrouve un site Django par défaut. Alors, il se peut que le domaine soit pas tout de suite relié ou que ça prenne du temps. Deux possibilités. Option 1, la propagation DNS n'est pas finie. Par exemple, j'ai attendu une dizaine de minutes le temps que graventuto.tech fonctionne. Donc en attendant, vous faites autre chose ou vous regardez sur un autre appareil. C'est pas très long en général. Ce qui peut être long, c'est si jamais vous devez faire pointer ce domaine vers une autre machine. Si par exemple, elle n'est pas reliée à votre VPS, vous pouvez changer ça dans la zone DNS en allant sur Gérer, DNS serveur de nom. Et là, vous avez ici le type A qui permet de dire que votre nom de domaine pointe vers cette machine. Donc il suffira juste de faire modifier et de coller ici l'adresse IP de votre machine. Vous faites mettre à jour et vous n'avez plus qu'à patienter. On peut retourner sur le VPS et on va pouvoir commencer à mettre à jour le site. Pour ça, je vous mettrai en description le code source du jour ainsi qu'un fichier deploy.md avec toutes les étapes écrites dans l'ordre pour être sûr de ne rien louper, puisqu'on va utiliser OpenLightspeed avec l'outil Gunicorn, et que si on se trompe d'une configuration, le site ne fonctionnera pas. Mais pas de panique, puisqu'avec Hostinger, vous avez aussi la possibilité de poser des questions à l'assistant IA Cody, et comme il est directement connecté à votre machine, il va être capable de vous dire quels sont les fichiers manquants, les configurations manquantes, ou les commandes que vous devez exécuter en plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc rendez-vous dans ce fichier, et on va faire chacune des instructions une à une. Tout d'abord, on va devoir se connecter en SSH, ou une connexion sécurisée par Shell. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser un client SSH gratuit comme PuTTY ou un invite de commande si vous êtes sur Linux ou Mac. Vous aurez juste à renseigner le nom d'utilisateur, route, l'adresse IP et votre mot de passe que vous avez renseigné au début de l'installation du VPS. Donc là, je vous fais un exemple par terminal. Je me connecte, j'autorise et je mets le mot de passe. Comme ceci. Mais on peut faire encore plus simple, puisque avec Hostinger, vous avez directement un bouton terminal. Vous allez être guidé pas à pas sur la configuration de cette machine avec OpenLightspeed qui remplace Nginx ou Apache grâce à une interface visuelle. Il est un peu plus compliqué à configurer, mais comme tout est graphique, on va moins s'embêter avec des lignes de commande. Tout d'abord, on nous propose d'enregistrer un nom de domaine. Ça, c'est quelque chose de recommandé. Si vous n'en avez pas, vous devrez passer manuellement par le SSH. Donc moi, mon domaine, c'est graventuto.tech, comme ceci. Et là, il me demande est-ce que mon domaine est correct. Je fais yes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi mettre example.com et passer à la suite. Puis on me demande si je veux créer un certificat avec Let's Encrypt. Ça va vous permettre de débloquer le SSL pour avoir votre site en HTTPS. Donc là, si vous avez un domaine, je vous recommande de faire yes afin de pouvoir générer un certificat avec cet outil. C'est gratuit et vous pouvez le renouveler en une commande. Il faut juste renseigner votre email, gravenilvec@gmail.com et lancer la vérification en faisant yes. Parfait, mon certificat a été créé correctement et il est rangé en deux fichiers avec la clé privée et la clé publique. On en aura besoin un peu plus tard dans cette vidéo. On me demande ensuite si je veux forcer le HTTPS sur le site. Je vous recommande de faire yes. Si vous n'avez pas de domaine, vous faites no. Puis, on va appliquer ces changements sur le système en faisant yes. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Si cette étape ne fonctionne pas, soit votre nom de domaine ne pointe pas correctement vers votre VPS, ou alors que vous avez fait trop de tentatives. Ensuite, on va pouvoir cloner notre projet GitHub. Je vais créer un dossier site-colis. Pour ça, la commande mkdir va permettre de créer un nouveau répertoire. Je vais faire -p pour créer dans le dossier var www/sitecolis comme ceci, et on va se rendre à l'intérieur. cd var www/sitecolis. Ce dossier a bien été créé. Maintenant, on va devoir cloner ce projet. Vous utiliserez votre lien GitHub. Je vais cliquer sur code et copier l'adresse HTTPS et faire un git clone de ce lien en rajoutant un espace et le mot app.
Sinon, chacun d'entre vous aura un nom différent pour ce dossier. Au moins, on aura tous app en minuscule, ce sera plus simple. Donc j'exécute. Et comme le projet est public, il a été cloné avec succès. On peut se rendre à l'intérieur, cd app. Et si je fais la commande ls, je retrouve bien les différents fichiers que j'avais préparés. Maintenant, il faut créer l'environnement virtuel, puisqu'il n'apparaît pas. On l'a ignoré dans le git ignore. Je vais devoir installer un paquet supplémentaire pour utiliser Python 3. apt install Python 3.12-venv qui va me permettre d'utiliser les environnements virtuels sur ma machine. Donc j'exécute et le tour est joué. On peut maintenant faire Python 3 espace-m venv comme on avait fait en local. Vérifiez bien que vous êtes dans le dossier app lorsque vous faites cette partie. Si je fais ls, j'ai bien le dossier venv qui s'est créé. On va maintenant activer l'environnement, source./venv bin activate. Comme on est tous sur une machine Linux, on commence notre commande par source, même si votre ordinateur en local utilise Windows. Ça vous rajoutera le petit venv entre parenthèses, ça veut dire que vous êtes bien dans l'environnement virtuel. Maintenant, il faut réinstaller nos dépendances. On avait fait un fichier requirements.txt dans lequel on avait freeze les dépendances. Et maintenant, il faut les réinstaller. Pip install espace-r et le nom du fichier requirements.txt. Ça va réinstaller tout ce qu'il faut. On va également faire un python manage.py migrate pour lancer la génération de la base SQLite, puisque également on a ignoré ce fichier. Et je vous ai mis dans mon petit tuto cette commande qui va permettre de générer une secret key pour la production, comme ceci. Si vous vous rappelez bien, on avait fait un .env où il y avait cette fameuse clé, mais c'était la clé Django-insecure pour le local. Là, on va faire une clé différente pour la production. Donc, je vais copier ici cette clé et on va pouvoir se générer le fichier .env. Pour éditer un fichier, vous pouvez très bien utiliser des outils comme Nano, Vim ou autres. Moi, je vais utiliser Nano pour éditer directement depuis mon terminal. Donc, je fais un nano.env dans le dossier app toujours. On va faire secret key en majuscule en collant cette clé et en dessous, on va mettre notre debug égale false. Comme ceci. Pour sortir de cet éditeur, je fais CTRL X. Il me demande si je veux enregistrer, je fais Y et je fais entrer. Vous pouvez voir le contenu du fichier en faisant cat.env et là, j'ai bien tout qui a été ajouté. Maintenant, il faut aussi modifier le fichier settings.py avec d'autres réglages. Vous allez faire la commande nano et cette fois-ci, on va se rendre dans colyproject/settings.py. À ce niveau-là, vous pouvez définir vos adresses autorisées. Moi, je vais laisser comme ça, mais vous pouvez mettre le domaine et l'adresse IPv4. Et on va se rendre surtout à la fin pour activer les petites options pour le HTTPS. Donc, on avait d'abord le CSRF Trusted Origin. Donc là, je vais renseigner l'adresse IP machine ou alors directement le domaine graventuto.tech. Et là, en HTTPS, graventuto.tech également. J'active aussi les cookies et le CSRF. Et comme on va utiliser un proxy pour notre infrastructure, vous allez rajouter cette ligne, Secure Proxy SSL Header et Use X Forward Host égale true. Encore une fois, je vous ai mis toutes ces étapes dans mon fichier Markdown. On va sortir du fichier, CTRL X, Y, entrée. Et il ne nous reste plus qu'une dernière étape, ça va être de générer le dossier statique en faisant un python manage.py collect static espace-no input. Ça permet de générer le dossier avec nos JavaScript, CSS et autres. Si toutefois vous avez un dossier média, il faudra également le récupérer. Passons maintenant à la mise en place du reverse proxy. Ce reverse proxy va permettre de pointer vers notre application et d'éviter de devoir faire davantage de configuration manuelle. On va utiliser un outil qui s'appelle Gunicorn. Vous allez faire pip install Gunicorn. Je vous conseille de l'installer directement sur votre projet local pour pas avoir besoin de refaire cette étape à chaque fois. On va faire Gunicorn espace colyproject.wsgi. Donc ça, c'est le dossier colyproject, vous vous rappelez, qui était en local. Application --bind 127.0.0.1. Le port, ce sera 8000 et j'exécute. Si vous n'avez pas d'erreur, ça veut dire que votre application a réussi à se lancer. Pour sortir de ça, on peut faire CTRL-C et ça éteint notre application. Si vous êtes bloqué dedans, vous pouvez aussi sortir et relancer un terminal, ça peut arriver. Et pour vous assurer que tout a bien été coupé, on va pouvoir stopper ce process en tuant tout ce qu'il y a sur le port 8000. Sinon, si vous relancez une application, ça risque de se mettre sur le port 8001. Et dans ces cas-là, vous aurez des erreurs. Maintenant, on va pouvoir se créer un fichier pour gérer les services de Gunicorn. Donc, vous pouvez très bien demander à Kodi, fais-moi un fichier de service
pour Gunicorn, en fait, ça va permettre de faire un service qui se lance au démarrage de notre machine pour que ça allume le site direct. Au cas où votre machine plante, au moins le service se redémarre quand même. Donc regardez, il nous donne tout ce qu'il faut. Mais moi, je vous ai proposé une configuration un peu plus avancée. Donc vous allez faire ce fichier en faisant nano/etc system d/system et on va l'appeler gunicorn-sitecollii.service. Attention aux fautes, puisque le moindre nom de fichier différent pourrait entraîner le non-fonctionnement de votre site. Donc là, vous allez coller la configuration que je vous propose. Et là, effectivement, le working directory n'est pas le bon, puisqu'il faut mettre le dossier app. Donc là, je fais CTRL-X, Y, entrée, et on va pouvoir redémarrer Gunicorn en faisant un systemctl daemon reload pour redémarrer le processus et systemctl enable-now Gunicorn sitecollii pour activer ce service afin qu'il soit pris en charge au lancement de la machine. Vous avez vu que ça crée un lien symbolique automatiquement. On va également devoir ajouter des permissions pour que Gunicorn puisse accéder à ce dossier et on va pouvoir passer à la prochaine étape. C'est la configuration de OpenLightspeed, qui est un web serveur pour pouvoir embarquer notre application. On va commencer par démarrer ce serveur en faisant /user local lsws pour Lightspeed Web Server, bin lsws ctrl. Ensuite, vous pourrez taper la commande de votre choix, stop, restart ou start pour démarrer ce processus. Le problème, c'est que par défaut, OpenLightspeed est lancé sur le port 7080 qui est bloqué au démarrage de notre machine. En effet, si je tape UFW qui gère le pare-feu, statut, vous voyez que ici, seuls les ports 22, 80 et 443 sont actifs. Les autres sont bloqués. Donc je vais autoriser ce port en faisant un UFW allow 7080/TCP et désormais ça a été ajouté. Avant d'aller sur le tableau de bord, on va récupérer le mot de passe généré en faisant un cat/home ubuntu.lightspeed password. Vous obtiendrez ici le mot de passe pour pouvoir vous connecter à l'interface graphique. C'est tout ce qu'il y a après le égal. Donc désormais, si je vais sur mon site graventuto.tech 2.7080, je vais arriver sur cette interface. Là, il me suffit de faire paramètres avancés et continuer vers le site. En nom d'utilisateur, on va mettre admin et on va coller ici le mot de passe. Parfait. Alors il y a beaucoup d'options, mais si vous suivez mon guide pas à pas, vous n'aurez pas de problème. Par défaut, vous avez un listener qui permet d'écouter le HTTP sur le port 80 et le HTTPS sur le port 443. Et si on regarde, ça pointe bien vers la page d'exemple avec le Hello World. Mais nous, on veut créer notre propre page, notre propre site. On va donc créer ce qu'on appelle un virtual host qui va embarquer notre application lancée sur le port 8000. Vous voyez, ça devient un peu plus compliqué. Mais pas de panique. Je vais ici cliquer sur Add et l'appeler sitecollii. On va devoir renseigner le chemin vers le dossier de notre app. Donc nous, c'est dans var 3w sitecollii/app. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas mis le /app, donc il n'a pas trouvé. Le config file, ce sera user local lsws conf vhost, le nom de votre domaine, et le fichier vhconf.conf. Pareil, ça vous pouvez le copier dans mon guide. Et la note, vous mettez ce que vous voulez. Je vais écrire un petit texte, un petit commentaire. Django Colli App. Parfait. On va autoriser les scripts et désactiver cette option. Et vous pouvez cliquer sur Save. Il va vous dire qu'il ne trouve pas ce fichier et il vous propose de le créer. Ça y est, on peut maintenant enregistrer sans problème. Les modifications ne sont pas encore appliquées. On pourra juste redémarrer comme ça par la suite. Là, je ne vais pas le faire, je le ferai à la fin. On peut maintenant aller sur ce virtual host et faire quelques configurations. Tout d'abord, dans Général, vous allez devoir définir le dossier var 3w sitecollii/app, comme ceci. Le nom de domaine, vous mettrez votre domaine à vous et vous pouvez enregistrer. Ensuite, on va se rendre dans External App et créer une nouvelle application de type web server. Donc, je fais suivant. Ici, je vais l'appeler Gunicorn sitecollii et l'adresse, ce sera 127.0.0.1, donc en local, sur le port 8000. C'est ici que je définis mon élément. Le max de connexion, on va mettre à 2000 et on va définir ça à 60 et ça à 5. Ça va permettre de pouvoir donner des restrictions de requêtes avec un délai. Vous pouvez maintenant enregistrer et le tour est joué. Allons maintenant dans l'onglet Rewrite. Je vais activer ici la première option, Enable Rewrite, pour que ça puisse faire une réécriture d'URL, notamment pour rediriger du HTTP au HTTPS. On va également changer dans le SSL les chemins. Donc là, vous pouvez ici changer Private Key. Et nous, c'est très simple, c'est le chemin qui avait été généré au début. Donc nous, c'était etc Let's Encrypt Live
graventuto.tech/privekey. Donc vous, il y aura juste cet élément qui va changer. Et le certificat, il finit par fullchain.perm. On fait yes et on enregistre. Il ne reste plus que la partie contexte où on va ajouter un proxy. Par défaut, si on n'utilisait pas Gunicorn, on utiliserait une app serveur. Mais là, on va juste dire, voilà, ce virtual host va pointer vers la page site-colis. Donc je fais suivant. Là, je vais mettre / comme point d'entrée et choisir ici Gunicorn site-colis. On peut enregistrer et se créer un dernier contexte pour les fichiers statiques. Effectivement, on avait fait le collect statique, mais il faut activer ce dossier. Donc là, je vais juste mettre un URI python/statique. C'est ce que j'avais mis dans mon settings.py. Et le chemin, ce sera var 3w site-colis app public statique que je vais rendre accessible. On enregistre. Si jamais vous avez aussi un dossier média, il faudra créer un autre statique pour les dossiers médias. Mais nous, on n'en a pas fait. Vous pouvez maintenant cliquer pour relancer le serveur. En faisant un grateful restart, tous les changements vont s'appliquer. On va maintenant pouvoir se rendre dans Listener et changer ici le virtualhost example par site-colis. Donc là, j'enregistre cet élément. On va faire la même chose pour le default SSL. Je change ici en mettant site-colis et je vais également changer le SSL en remplaçant ces éléments par la même chose, c'est-à-dire ma clé privée et mon certificat fullchain.pem. On va juste autoriser ça et on enregistre. Vous pouvez relancer à nouveau la machine. Maintenant, sur le dashboard, on peut voir que tout est au vert. Vous pourrez aller sur votre site graventuto.tech et j'ai bien mon site qui s'est appliqué. C'est encore marqué en non sécurisé, mais si vous essayez sur un autre appareil, le temps que la propagation se finalise, vous allez voir que cela fonctionne. Par exemple, je vais lancer Brave. On peut voir que le site n'a pas d'erreur. Il est bien sécurisé avec le certificat. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Et je remercie le site hostinger.com qui m'accompagne depuis maintenant plusieurs années. Vous avez le premier lien en description. Allez chercher votre petite machine. Vous avez mon code de réduction Graven et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc c'est l'occasion de tester, que ce soit même pour d'autres services. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choix. Sur ce, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine.